sommes encore à 2 bons mois de la reprise de la saison NBA, mais bon, on a déjà les premières dates du calendrier qui sort et du coup, on va parler un peu de NBA justement. On veut se replonger un petit peu dans l'intersaison qui est pas terminée, mais plus ou moins le gros des équipes ont déjà fait 99% des manœuvres. Du coup, on s'est penché un peu sur les signatures déjà faites et on s'est dit on va essayer de trouver chacun une ou deux signatures sous-cotées, potentiellement sous-cotées, pas assez discutées de cette intersaison. Et Shai, je te laisse commencer tout de suite. Ouais, alors en y réfléchissant, je me suis dit qu'il fallait que ce soit pas des joueurs forcément très connus ou les trades ou signatures les plus médiatisées. Donc j'ai commencé avec Luke Cornett à San Antonio. Alors c'est typiquement le genre de signature sur lequel les gens passent, hein. Bon, les fans des Celtics savent, je pense, la valeur de Cornet. Il y a eu tout le gimmick autour de sa défense amusante à sauter à contre-temps, le Cornet Contest, mais il y avait évidemment un peu plus que ça. Et je trouve que c'est une super addition pour les Spurs. Il fait toutes les petites choses qui sont utiles dans une équipe. Il commence à avoir de l'expérience, il a 29 ans. Sa trajectoire, elle est assez amusante parce qu'il a commencé sa carrière en tant que stretch five un peu. Enfin, c'était quelqu'un typiquement à l'intérieur qui était capable d'étirer le jeu. Et petit à petit, il se rapproche de l'intérieur et ça devient un des joueurs les plus efficaces en défense à l'intérieur au niveau du pourcentage de réussite de ses adversaires. Je suis tombé sur la stat. Alors, il faut le rapporter à son temps de jeu, mais il a des stats quasi équivalentes à celles de Rudy Gobert et Jarrett Allen, qui sont typiquement des joueurs élites dans ce domaine-là. Et je pense que dans un rôle de backup de Victor Wembanyama, ou parfois dans des line-up, si Mitch Johnson a envie de s'amuser un peu et de mettre les deux tours Cornet Wembanyama, je trouve que c'est une recrue très intéressante dont on n'a pas beaucoup parlé. Si je ne dis pas de bêtises, son contrat c'est 24 millions sur peut-être 3 ans. Et j'aurais dû regarder, tu vois. J'aurais dû taper avant. Je crois qu'il était genre à 9 millions la saison. Il a un peu plus, il a 44. Moi, dans ma tête, j'avais 44 sur 4 ans. Ah bah, rien Ça à voir doit avec être ce que je disais alors, tu vois. quelque chose comme ça. C'est peut-être non, 40 ans 40 millions, pardon, sur 4 ans. 40 sur 4 ans, voilà, 10 millions la saison. Je trouve que par rapport à ce que j'imagine qu'il va être capable d'apporter, je trouve que c'est plutôt bien. C'est pas un joueur qui est forcément très respecté, mais pour les Spurs, je trouve que c'est une très très bonne addition. C'est un très bon choix, très bien vu. Il fait partie de ma liste des vous ne saviez pas que c'est un fils de joueur NBA, mais ça l'est. Il y en a vraiment beaucoup. Un jour, je vais aller ramener la liste à Théo, hein. Et Frank Cornett, le père de Luc Cornett, Alors là, avait joué je en ne NBA. savait pas du tout. Je croyais que tu allais me Euh, sortir un Kyle Cornet, ça ressemblait un peu, mais tu il y vois, en a mais vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup des fils ouais. d'anciens joueurs NBA en NBA maintenant dans la ligue. Mhm. Oui, très bon choix, je pense, Cornett. Tu as bien résumé la situation. Pivot plus que capable et pour un backup, c'est très solide, peu en vue parce que finalement, il jouait à Boston. C'est quand même un mec de 2,13 m qui a l'expérience, qui a gagné un titre, qui défend bien, qui peut étirer le jeu, enfin, tout ce que tu as dit sur Cornet, ça me semble être effectivement une signature assez sous-cotée. Les 10 millions, c'est marrant, on peut y avoir des réactions contraires. Il y a des gens qui me disent 10 millions pour le Cornet, mais non, non, je pense effectivement que c'est un bon deal. Surtout que j'ai enfin l'information, c'est pour ça que j'avais ce chiffre en tête, c'est qu'il n'y a que 24 millions de garantie sur le contrat. C'est pour ça. Donc Donc en ils plus, peuvent très si bien ça passer à marche autre chose pas, si ça ne marche pas. Voilà. ouais, ouais. Et ça va permettre aux Spurs d'avoir constamment un protecteur de cercle sur le terrain, ce qui n'était pas le cas l'an dernier quand Wembanyama se reposait, ce qui posait problème, leur différence de net rating défensif entre les moments où Wembanyama était présent sur le terrain et le moment où il était absent était assez significatif. Là, voilà, il y a quand même un joueur qui va tenir la baraque de ce côté-là. Euh, Ça fait partie de toute l'évolution des Spurs qu'on en attend cette saison. Ouais, du coup, j'ai retrouvé aussi la stat que j'avais notée, hein, je retrouve tout en même temps, mais parmi les 273 joueurs qui ont défendu au moins 100 tirs près du cercle, tout près du cercle, il est effectivement juste derrière Rudy Gobert et Jarrett Allen sur le pourcentage. Voilà, Ouais, ce qui est intriguant, intéressant. Après, évidemment, le Cornet, il jouait essentiellement contre des remplaçants. bien sûr. Ça fait la différence aussi sur ce genre de stade, pardon. Mais c'est intéressant parce qu'on finalement, dans la catégorie des protecteurs de cercle, il est pas si souvent cité, sachant qu'en fait, lui, comme tu l'as dit, il est capable aussi de mettre des paniers à 3 points, même s'il le fait Il plus le fait trop. plus, hein, il a Ouais, il prend plus 1%, de tirs. 1% de, ouais, 1% de ses tirs pris sur les 2 dernières saisons, c'est seulement 1%, c'est des tirs à 3 points.
Mais bon, a priori, il a quelque part ça dans son registre, Oui, donc bien sûr. il faut voir ce que les Spurs vont lui demander. C'est intriguant de se dire qu'à Boston, il en prenait pas dans l'équipe qui en prend le plus. Ouais. Mais ouais, non, très bon choix, je pense, Luc Cornet. Moi, je me suis tourné vers un Français pour commencer, Gershon Yabusele. C'est surtout par rapport au prix, en fait. Parce qu'évidemment, je pense que nous, en France, elle n'est pas forcément sous-estimée, cette signature. Mais à 12 millions, là, à 12 millions sur 2 ans, je crois, c'est pour Gershon. J'ai l'impression que ça peut être un style potentiel pour les Knicks. Alors, je vois pas non plus Gershon faire exploser le plafond des Knicks, mais j'ai l'impression que ça leur donne une vraie option très versatile sur les postes 4 et 5. J'ai juste peur que son temps de jeu soit parfois limité par Karl Anthony Towns, mine de rien. Je ne sais pas si vraiment il osera faire jouer, si Mike Brown osera vraiment faire jouer Kat et Gershon ensemble. J'espère que oui, je pense que ça peut avoir le coup d'œil. Je pense que Gershon, il peut jouer aussi bien 4 à côté de 4. Il peut jouer 5 remplaçants. Il peut jouer 4 remplaçants à côté de Mitchell Robinson. Euh, je pense qu'il y a une très belle. On est dans le prime de Gershon. Euh, il est encore dans son prime, je pense. Et du coup, ouais, c'est une signature qui m'intrigue pour le montant. Je la trouve potentiellement très intéressante pour Il New York. il y a tout qui est intéressant parce que la mentalité, enfin, l'identité de cette équipe, celle qu'on a vue sur les dernières saisons, ça colle vachement bien avec Gershon quand même, a priori. Et ils l'ont pris aussi pour ça. Et pour la question du temps de jeu, faut pas oublier que Tom Thibodeau n'est plus là, que Mike Brown a peut-être un peu plus de tendance à ouvrir son banc quand il le faut. Donc moi, je suis comme toi, je pense que c'est une très bonne signature. Pareil, il faut pas, tout dépend de ce qu'on en attend en fait. Le montant, ça dépend de ce que tu attends d'un joueur. Personne s'attend à ce que Gershon Yabusele devienne un All-Star avec les Knicks. Par contre, que ça devienne un super role player, un mec qui apporte du peps, des points, de l'agressivité. C'est des joueurs qui sont des game changers parfois pour des équipes qui ont du mal à passer le cap et il peut totalement les aider à passer le cap sur une saison où les Knicks, encore une fois, on l'a dit, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, vont être très très attendus et ce genre de signature peuvent faire la différence. Et alors, je sais pas s'il est très attendu. Alors pour les Français, oui, tout le monde a envie de le voir au Knicks. Déjà, tout le monde était content de le voir revenir à Philadelphie, mais il a joué dans une forme d'anonymat parce que tout le monde s'est désintéressé des Sixers au bout d'un moment avec les blessures d'Embiid, les blessures de Paul George, les résultats décevants. Là, avec les Knicks, il y a forcément plus d'intérêt, plus d'attention médiatique et donc il est un peu plus attendu, je pense. Avec ce qu'il a fait au JO aussi, enfin, les Américains, alors, ils vont Ouais. s'arrêter au dunk sur LeBron, il n'y a pas que ça, mais je pense que il est quand même assez attendu, capitaine de l'équipe de France maintenant. Je suis d'accord, ça me paraît être une signature assez sous-cotée qui peut changer les choses pour les Knicks. Et Kat, pour le coup, est un joueur quand même qui fait souvent des fautes. C'est parfait pour New York d'avoir. T'es pas toujours. Regarde, t'as Kat qui fait des fautes et t'as Mitchell Robinson qui est envoyé sur la ligne des lancers francs. Mhm. Et qui fait aussi des fautes d'ailleurs. Tu as cette option de te dire c'est c'est moins grave aujourd'hui. On va pouvoir faire jouer Yabusele, garder un niveau de combativité, garder un niveau de jeu et être potentiellement. Ouais, comme tu parles de profondeur de banc, tu vois, il y a une profondeur. La profondeur de banc faisait partie des lacunes des Knicks, même si ça revenait aussi un peu au manque D'utilisation, ouais. Mhm. d'utilisation de Thibodeau de ses remplaçants. Là, non seulement il y a un coach qui peut-être va utiliser plus ses remplaçants, mais surtout, il y a un bien meilleur banc. Il y a aussi Jordan Clarkson qui est arrivé. C'est vrai. Euh, les Knicks sont. Et je pense que Yabusele représente très bien ce côté. Voilà, il peut être le sixième homme des Knicks, celui qui pallie plusieurs brèches. Je ne m'attends pas à ce qui comble plusieurs brèches. Je ne m'attends pas à ce qu'il ait des stats extraordinaires, Gershon Yabusele, mais je pense que c'est un winner et qui peut aider les Knicks à retrouver les finales NBA, en fait. Je vais même aller me Mhm. prononcer jusque-là. Mais c'est vrai que quand on y pense, j'avais oublié la signature de Clarkson, mais avec Yabusele qui peut très bien mettre 20 points en sortie de banc quand ça le chante plus ou moins, hein, s'il est servi. Clarkson qui est un ancien sixième joueur de l'année avec ses qualités et ses défauts, mais c'est un gros scoreur en sortie de banc. Le banc d'Enix, il a pris du punch quand même là pendant l'intersaison, c'est assez notable. Sachant que leurs 5 majeurs reste l'un des 5 majeurs sur le papier les plus talentueux de la ligue. Ouais, Donc, ouais. Les Knicks, attention, cette saison, ça peut faire mal. ouais. Allez, un deuxième joueur Un pour toi. deuxième joueur, j'ai été vers l'un de mes poulains en NBA. Malheureusement, sa dernière expérience, sa pige du côté de Phoenix, c'est pas bien passé, mais c'est pas de son fait, hein. C'est un peu les Suns qui ont vécu une saison pas loin d'être cauchemardesque. J'ai choisi Tyus Jones, qui est signé en plus dans l'équipe que je préfère à Orlando. 1 an, 7 millions de dollars.
Je pense que ça va être une très bonne affaire. Maintenant, c'est un joueur considéré comme un vétéran, un joueur d'expérience. Ça s'est pas passé aussi bien que je le pensais aux Suns, mais ça reste un meneur très stable, très fiable, qui est très adroit à 3 points sur un volume qui varie selon les années, hein, mais sur les 2 dernières saisons, 41,4% à 3 points. C'est toujours le truc, tu sais, qui me fait l'adorer, c'est ce ratio assist-turnover qui est l'un des meilleurs all-time si tu prends toute sa carrière. Et à un moment, ça a été le meilleur all-time, je crois. Euh, il peut très bien jouer en backup de Jalen Suggs, il peut très bien jouer avec lui ou avec Desmond Bain. Alors, c'est pas un très bon joueur défensif, il est limité par sa taille, mais c'est une équipe qui est déjà forte défensivement. Il faut qu'il y ait des joueurs défensivement bons et une mentalité collective, euh, une efficacité défensive qui, est assez, qui a été prouvée, hein. Et je pense qu'il peut très bien, du coup, amener quelque chose d'autre avec du shoot, avec le soin accordé au ballon, et il peut très bien s'intégrer là-dedans, je pense, s'il retrouve la confiance qu'il avait à Memphis, par exemple, et qu'il a perdu entre Washington et Phoenix, où ça a été deux contextes pas du tout propices, je pense, à ce qu'ils s'épanouissent. Alors que là, une équipe qui est ambitieuse, bon, Phoenix l'était aussi, hein, mais qui est un peu moins dysfonctionnelle, j'utilise souvent ce terme pour des équipes comme celle des Suns de l'année dernière. Et je trouve que c'est. Voilà, je suis très content forcément de le voir changer d'équipe. Je suis très content de le voir arriver dans une équipe que j'aime beaucoup. Et à mon avis, ça va être un très très bon backup ou un titulaire quand il faudra, parce que malheureusement Suggs est assez sujet aux blessures. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne pioche. C'est pas un risque énorme. En plus, un an, 7 millions de dollars. Bon, voilà. Je pense que le meneur backup, c'est Cole Anthony, moi. Pas Cole Anthony, pardon, Anthony Black. Mhm. Je pense que le vrai meneur backup, c'est Anthony Black. Par contre, justement, ce qui me plaît, c'est que Tyus Jones et Anthony Black, ils peuvent jouer ensemble. Aussi. Et du coup, j'imagine qu'en réalité, Tyus Jones, il vient remplacer Cole Anthony plus mais Cole Anthony qui était pas backup en vrai, tu vois, c'était pas lui le meneur backup, il rentrait, il était Ouais, plutôt c'était le sixième tous les scoreur. Ouais. voilà, c'est ça, mais je pense pas que Tyus Jones sera nécessairement titulaire, tu Non. vois, avec Orlando, même s'il devait y avoir des blessures, enfin quoique après peut-être que Si le c'est comme staff l'année nous a dit qu'il dernière, faudra laisser ouais, Anthony Black. si c'est Ouais, comme mais l'année tu vois, dernière. est-ce que ça sera lui ou Anthony Black? Peut-être pour une question d'équilibre, ce sera peut-être lui. Mais effectivement, bon shooter, joueur propre, capable de fluidifier le jeu. Le Magic a besoin à un moment d'adresse. À 7 millions l'année, tu as un des meilleurs meneurs dans ce registre. Il y a déjà la structure défensive en place pour se dire, OK, c'est. Tu vois, à un moment, le Magic fallait commencer à changer de profil. Moi, je pense que Tyus Jones, Alors, c'est un joueur différent de Cole Anthony. Je pense que c'est un joueur plus fiable. Oui. Euh, Cole Anthony va peut-être monter plus haut en termes de carton de temps en temps. Et Cole Anthony est une pioche intéressante pour Milwaukee, par exemple. Mais je pense que Tyus Jones correspond plus à des besoins du Magic. Même si Cole Anthony, pour le coup, savait aussi se créer son tir. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup cette doublette en sortie de banc. Jones, euh, Black. Ouais. Anthony Black, pour le coup. Il y a beaucoup d'Anthony, je m'y perds. Mais la paire Jones-Black, là, Mm. ça me plaît beaucoup. Avec Tristan da Silva, n'importe lequel des deux qui reste entre Wagner et Banchero à ce moment-là sur le terrain. Et après, ça sera soit Bitadze, soit Wendell Carter Jr. À voir quel intérieur est celui qui démarre et celui qui sort du banc. Mais ça, je trouve, c'est un très bon deuxième 5 en fait. C'est vraiment un bon deuxième 5. Tu peux faire un peu comme à Memphis où tu te permets de faire jouer souvent tes remplaçants. Ça me plaît. Ouais. Et Orlando qui était le 22e à l'efficacité offensive Ah et, ouais, lui, et, il va der- les aider et là-dessus. voilà et dernier au pourcentage à 3 points. Donc c'est enfin au volume à 3 points. Donc c'est une équipe qui shootait pas bien, une équipe qui prenait pas toujours très bien soin du ballon, et il va apporter ces deux choses-là. Donc je suis assez excité par cette signature, forcément un peu biaisé parce que tu sais à quel point je l'apprécie, et à quel point je pensais qu'il arriverait à apporter plus aux Suns, mais je pense que c'était pas. Ouais, il y a trop de petits déjà. Il y a trop Ouais, de manières de exactement. ballon, trop de petits. Voilà, là, je pense que le contexte est plus propice, et il va trouver justement ce meilleur contexte là-bas. Ouais, je pense aussi que c'est une bonne pioche. Je suis d'accord avec toi. Et alors pour mon deuxième, j'ai beaucoup hésité. En fait, je voulais absolument prendre un joueur des Nuggets parce que pour moi, la meilleure intersaison là, pour l'instant, c'est celle de Ouais. Denver. Je voulais parler de Cam Johnson, mais je me suis dit non, bon, déjà, c'est un trade. On en a beaucoup parlé. Je pense pas que ce soit nécessairement sous-côté. Donc, je suis allé du côté de Memphis et j'ai pris Ty Jerome, Ouais. qui, c'est vraiment encore une fois pour le prix.
Je trouve que Ty Jerome, il est passé trop vite. Je l'avais déjà dit, donc je me répète un peu. Désolé pour ceux qui suivent vraiment tous les CQFR. Effectivement, on en a déjà parlé en juillet, mais il est passé trop vite de mec qui peut prendre 100 millions sur un contrat à mec qui a moins de 10 millions la saison. Je trouve que l'écart est Ouais. beaucoup trop grand pour une série. C'est même pas une campagne de playoff. Ah, c'est une mauvaise Il fait série pas qu'il a des eu, ouais. mauvais playoffs. C'est une série où il passe à côté avec trop de responsabilités de la série contre Indiana. Sinon, Ty Jerome, pour moi, c'est quand même un vrai bon joueur, je Sa pense. saison, elle est excellente, hein. Exactement. Et j'ai l'impression que le style de jeu de Memphis, un peu plus à l'européenne, c'est un joueur que j'ai. Pour moi, là, Ty Jerome, tu le mets en Euroleague, il serait Ah non, mais le monstrueux, en fait. MVP, enfin, il est pas loin d'être MVP. Exactement, exactement. Lui, demain, c'est un joueur de Monaco ou du Barça. Les dégâts sont considérables. Ah oui. Tu vois. Et là, avec Thioma Cisalo, dans le style de jeu de Memphis Ouais. où il y a beaucoup de mouvements, je me dis, il va être fort. Il va être très fort. Genre, ça va être un joueur je l'imagine bien à 14-15 points, tu Mhm. vois, remplacer Desmond Bane autrement, en étant peut-être moins fort individuellement dans tout l'aspect physique, proche de se rapprocher d'une star. Évidemment, il va être moins fort que Desmond Bane. Mais lui, aux côtés de Santi Aldama, aux côtés de Ja Morant, ça m'intrigue et je pense que la signature, elle est sous-cotée aujourd'hui. Encore une fois, je me suis fié au montant, tu vois. Le fait que les Grizzlies vont payer ce mec moins de 10 millions la saison, je me dis, bah ouais, non, il y a une erreur il y a eu une C'est erreur quelque part, tu c'est vois. assez étonnant, t'as raison, parce que sur la saison dernière, donc il est à 12,5 au niveau des points, 3,4 passes, et puis En sortant du l'adresse, banc. et ouais, en sortant du banc avec un petit temps de jeu, il est à moins de 20 minutes, hein. Enfin, pile 20 minutes, 19,9, mais 51,6 en adresse globale, 43,9 à 3 points. Et il a fait beaucoup de bien, il a fait partie de cette équipe, il a beaucoup contribué aux bonnes perfs des Cavs pendant la saison régulière. C'est simple, sur 36 minutes, il est quasiment à 23 points, plus de 4 rebonds, plus de 6 passes, Ouais, avec c'est... d'excellents Bah, pourcentages. peut-être qu'il les aura à Memphis, bon, c'est un autre Je contexte là pense pas aussi. qu'il sera jusque-là, mais Non, oui. mais c'est un autre contexte à Memphis, mais il va être plus exposé. Il y a moins d'attentes au niveau des résultats aussi, quand même, qu'à Cleveland. C'est c'est un bon spot pour lui permettre de se mettre en valeur et après de signer le contrat. Alors peut-être pas à 100 millions, mais un contrat assez juteux. Là, il a 28 ans, ouais, 28 ans, Ty Jerome, donc c'est bien. C'est le bon moment pour aller chercher le contrat qu'il faut. Et peut-être, si Memphis espère se reconstruire vite ou être à nouveau compétitif rapidement, parce qu'on sait toujours pas bien, il y a eu des mouvements, mais ça reste un peu. Il y a Bane qui est parti, mais il y a quand même toujours Ja Morant et Jaren Jackson Jaren Jr. Jackson Jr. Ouais. Donc théoriquement, c'est pas compétitif. Ça peut être une super signature, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et oui, je retrouve le deal. Donc là, il va prendre 8,8 millions sur Mhm. cette saison à venir, puis 9 millions. Et après, il a une option joueur à 9,6. Enfin, Ouais. c'est très peu. Ty Jerome, contrairement à beaucoup de meneurs arrière un peu remplaçants, tu vois, scoreur, déjà, c'est quand même aussi un passeur correct. Ouais. Et il n'est pas tout petit. Souvent, ces gars-là, tu vois, qui ont du mal à trouver les gros contrats, les spots, et ils font Il a 1m88. un 95, non? 1,96, ouais. 16. Après, il n'a pas une immense envergure et il reste léger, tu vois. Si je te dis pas Mhm. que c'est pas là, c'est pas Anthony Black justement ou Dylan Harper ou ces gars-là, mais il est quand même pas petit. Tu peux l'aligner dans différentes circonstances. Ça, tu vois, il peut être aussi bien. Je sais, en fait, la question, c'est que je me demande, est-ce qu'il sera vraiment titulaire? Parce que moi, je serais tenté de le mettre titulaire, mais je pense que ce sera Mhm. Kentavious Caldwell Pop, tu vois. Ouais. Là, avec le recul, quand j'y réfléchis, ce sera peut-être Morant et Caldwell Pop. Mais j'espère qu'il aura au moins 26-27 minutes de temps de jeu, tu vois. Qu'il y ait une vraie progression sur son temps de jeu. Et je pense qu'il y a quelque chose. Quelque chose chez ce joueur Tout à qui a fait. été un peu vite ouais, mis de côté. Ouais. Allez, on peut enchaîner avec l'équipe de France. Ah, quoique, allez, j'ai parlé des calendriers. C'est vrai qu'on a quand même des affiches Mm. qui sont sorties. Les 2 matchs d'ouverture et les matchs de Noël, je te laisse nous donner ça et on commence ça. Ouais, donc il y a deux matchs de la soirée, la nuit d'ouverture le 21 octobre. Affiche assez savoureuse, puisque Ouais. les champions en titre, Oklahoma City, vont recevoir, pour les bagues hein, en même temps, vont recevoir les Houston Rockets. C'est-à-dire que Kevin Durant va observer sa première franchise, enfin c'est la franchise avec laquelle il a
commencer à marquer les esprits, recevoir une bague. Donc ça a fait beaucoup parler. Même lui a réagi parce qu'il s'est Mhm. évidemment fait troller sur les réseaux et il a évidemment répondu en disant qu'il était, ouais, il était temps de gagner un titre. Bon, Ça c'est vraiment. réponse Ouais, moyennasse. mais, ouais. mais bon, après, le gars, il s'est mangé 200 messages de ah, t'as la rage, t'as les boules, tu vas les voir. Bon, donc peut-être comprendre qu'il ait envoyé un tweet un peu. Mais toujours est-il que ça va faire bizarre hein, de voir KD voir le Thunder célébrer un titre. Et le match en lui-même est super intéressant parce que c'est peut-être, on verra les power rankings hypothétiques dans quelques temps, mais c'est pas loin d'être les deux équipes les plus attendues de l'Ouest la saison prochaine. Et dans la foulée, on aura un petit Golden State Warriors Lakers à Los Angeles. Donc ça va être assez savoureux là aussi pour voir comment ces deux équipes-là vont se comporter. On a On a- aussi... ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, non, après je passais au match de Noël, mais t'as peut-être quelque chose à dire sur... Ouais, bah, sur la première soirée, on est ultra gâtés, hein. Ouais. Deux affiches de l'Ouest, ça nous évite le Philadelphie, c'est le match où tu crois que ça va être bien et en fait, non. Non, deux affiches de l'Ouest, c'est solide. Et ouais, la NBA est quand même vachement taquine Ah bah là d'avoir ouais. d'avoir d'avoir mis les Rockets, qui sont aujourd'hui présentés. D'ailleurs, je pense que c'est pas tout à fait juste, mais comme le principal concurrent du Thunder, donc forcément il y a cette affiche entre. En plus, c'était les deux noyaux durs Ouais. jeunes à une époque. Tu vois, il y avait ces débats qui a le meilleur noyau dur, les Rockets ou le Thunder. Évidemment, la présence de Kevin Durant, donc l'affiche elle était vraiment toute trouvée. Mais effectivement, avec la remise des bagues, il y a une symbolique. Il y a une symbolique assez forte de la carrière de Kevin Durant. Mm. Pas de ce qu'il est passé à côté parce qu'il est champion NBA, tu vois, mais de ce goût un peu de ça fait bizarre. Et la carrière de Kevin Durant, quand je la regarde, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, Ah, un goût ça bizarre. fait bizarre, tu vois. Oui, parce qu'il y a l'idée qu'il aurait pu être encore plus fort, enfin être encore plus célébré. Puis il y a ce choix, forcément, on va pas revenir dessus un milliard de fois, mais le choix d'aller aux Warriors, je regardais du coup sur son Twitter parce qu'il a répondu à plein de gens, les mecs qui lui disaient ouais, c'est le mec qui a choisi le chemin le plus facile, ta, ta, ta. Bon, oui, dans les faits, c'était contrariant de le voir passer aux Warriors, qui était l'équipe qui avait éliminé son équipe juste avant, et ils étaient pas très loin, mais moi je suis curieux de voir comment il va être accueilli dans ce contexte, parce que bon, il est déjà revenu à OKC, hein, c'est pas la question, mais là, soir de fête, c'est un peu la liesse. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de le siffler ou pas? Ou est-ce qu'ils vont se concentrer sur la fête, sur la célébration du titre? Je sais pas. Mais oui, bon, KD, on reviendra dessus tellement plus amplement encore quand il aura arrêté, ou quand on saura ce qui se passera sur ce chapitre avec Houston, qui est aussi super intéressant. Mais en tout cas, superbe affiche pour commencer. Et ils peuvent se dire que c'est pas juste KD qui revient à OKC, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est aussi les deux des top 3 de cette conférence Ouest, qu'on peut inclure Denver évidemment et d'autres. Mais très très belle affiche le 21 octobre donc. Et il y a aussi donc les Christmas Games qui ont été annoncés. C'est toujours des affiches sympas. On a New York, Cleveland, OKC encore une fois, San Antonio, donc Victor Wembanyama le soir de Noël qui sera en action, les Lakers contre les Rockets, les Warriors contre les Mavs, et enfin Denver contre Minnesota. Voilà les Christmas Games. Allez, je continue à être taquin. Tu remarqueras qu'il faut mettre beaucoup d'affiches de l'Ouest pour que ça soit. Il y a qu'un seul match à l'Est, ouais, qu'un seul Bah match à oui. l'Est. Après, c'est normal aussi, là, sur la conférence Est à venir. euh, on se méfie, on ne sait pas encore. On sait qu'il y a des absents. Il y aura peut-être des équipes qui vont se révéler. Mais oui, là, pour l'instant, les powerhouse, Ouais. les grosses armadas, c'est quand même à l'Ouest. Euh, du coup, New York-Cleveland, je pense de toute façon, c'est les deux favoris pour la finale NBA à l'Est. OKC, San Antonio, ça, c'est sympa. C'est Victor qui part à l'assaut du champion. Tu m'as dit, il y a quoi? Lakers Rockets. Bon, ça va, c'est toujours sympa. Ils auraient pu mettre un Lakers Mavericks aussi, mais ouais, Lakers Rockets, c'est cool. Oh, le Lakers Puis Mavs, c'est ouais, ça Ke- aurait été marrant, ouais. puis c'est Kevin Durant contre LeBron James. Ouais. Et Ensuite, on a Golden State Dallas. Golden State, Dallas. Ok, Dallas joue Golden State. Ok. Cooper Flag Et aussi à Denver, Noël. et Denver contre Minnesota. Minnesota. Ouais, Des c'est équipes. vraiment assez cool. La soirée de Noël, elle va être chouette. Ouais. C'est bien. Alors, il y a toujours des déceptions hein, sur les Christmas Games. Il y a des matchs où il y a des absents, où les mecs sont au repos et il y a encore la dinde et le repas dans le ventre. Mais franchement, sur le papier, vous pouvez difficilement faire mieux, je trouve. Alors, il n'y a qu'une affiche de l'Est, mais c'est comme ça. C'est aussi une Oui, mais représentation du truc. celle-là, c'est oui, de cette saison à venir. Il y en Ouais. aura peut-être deux l'an prochain. Ça dépend évidemment Mm. des forces en présence.
Allez, on enchaîne, pardon, avec l'équipe de France qui jouait vendredi contre la Grande-Bretagne. Victoire, évidemment, j'ai plus le score sous les yeux, mais 74-67 contre ouais, les grands j'allais, Bretons. j'allais dire pas aussi un écart pas aussi conséquent que ce que peut l'imaginer pour un match contre la Grande-Bretagne. Il y a aussi des joueurs coupés. Est-ce que désolé, allez, c'est un pro total, c'est pas grave. Est-ce que tu as regardé le match, Shai? Est-ce que tu as vu le match? Ouais, j'ai regardé, ouais. Ok, alors qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que j'ai retenu de ce match? Donc, bon, on parlera des joueurs coupés après, hein, évidemment, parce que tu sais que ça va être mon moment contrariété, mais si on Oui. se concentre sur le match, qu'est-ce que j'ai retenu Alors, sur le négatif, on va commencer par le négatif et après se concentrer plus sur le positif, parce qu'il y en a eu. L'adresse à longue distance, un peu déprimante, 4 sur 22, je crois. Donc, pas Je crois beaucoup qu'il y a eu de... 8 sur 30 le premier match. Ouais, et 4 sur 22 là, beaucoup de ballons perdus, c'est un peu inhérent aux préparations et aux matchs de répétition comme ça où il y a des effectifs où il y a une nécessité de faire beaucoup tourner, de tester des joueurs, donc ça, je vais pas mettre ça non plus contre eux. Sinon, j'ai trouvé sur les individualités, alors collectivement il y a des choses intéressantes, hein, notamment en attaque. Je trouve on voit des choses qui peuvent être un peu différentes de ce qu'on a eu auparavant, à relativiser évidemment puisque ce sont des matchs de préparation. Sur les individualités, je trouvais Zachary Rizaché très bon, Elle a bien très réagi. J'avais pas agressif. trop aimé son premier match. Elle Ouais. a bien rebondi. Ouais. Bon, il Ouais, joue que pardon, 14 minutes, mais c'est obligatoire, hein, vu qu'il fait tourner. 12 points, 6 rebonds, quelques actions sympas, un peu d'agressivité, ce gros dunk là qui a un peu tourné, voilà, qui a été à l'image, qui a été symbolique de son match. Et donc 12 points, 6 rebonds, je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé à nouveau très bien Alex Sarr. Alors pas autant de points que sur le premier match, mais là aussi impact très positif, je trouve, avec de l'énergie, avec ce physique qui est toujours aussi intéressant et impressionnant, je trouve. Bon, Gershon, en capitaine, il met 11 points et il fait le job. Et match intéressant aussi, pour le coup, il était dans les discussions du secteur intérieur, qui va rester, qui va partir. Mais Mam Jaite, 12 points et toute son expérience, tout son calme et sa sérénité, je l'ai trouvé très 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 bon et propre dans ce match-là. Voilà, après, ça reste un match contre un adversaire plutôt faible. Dans un début de préparation, il reste des matchs, notamment là, les prochains contre l'Espagne, ça va être une autre affaire. Il va falloir se mouiller la nuque entre les deux premiers matchs et les suivants. Mais plutôt alors pas, ni inquiet ni ultra rassuré. J'ai envie de voir le groupe sous sa version définitive, une fois que tout le monde aura été coupé ou maintenu. Voilà ce qu'il y a, je trouve, comme enseignement pour l'instant. C'est difficile vraiment de tirer de gros enseignements par rapport à ce qu'on aura à l'Euro, je trouve. Ouais, la préparation de l'équipe de France, elle commence un peu en diesel, quoi. Mmh. Ça va petit à petit. Match contre le Monténégro, contre la Grande-Bretagne. Ouais, début Deux poussif, victoires toujours. ouais, Ouais, poussif au poussif, début. ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Freddy Foudou est toujours invaincu quand même à la tête de l'équipe de France. C'est vrai que là, l'Espagne, ça va être tout de suite un test un peu plus intéressant en termes. Tu auras moins le droit à l'erreur que contre ces adversaires-là, notamment face à la Grande-Bretagne. Mais bon, l'équipe de France au moins est toujours invaincue. C'est vrai que c'est un peu spécial. J'en parlais l'autre fois. Tu vois, l'Allemagne, 2 premiers matchs, c'est 2 fois la Slovénie quand même. On avait déjà parlé de ça une fois. Ouais. On avait déjà parlé de ça. Je crois Sur que le c'était niveau avant la Coupe du sur le Monde. niveau des adversaires, ouais. Ouais, je sais plus si c'était à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, Mmh. où la préparation, on s'était dit, mais l'Allemagne joue tout de suite, l'Allemagne, la Serbie. Alors bon, la Serbie, ils ont joué aussi contre Chypre, etc. Mais c'est vrai que l'Allemagne, Slovénie choisit, et c'est différents types de. Il y a d'autres manières de faire. De toute façon, après, la France va jouer 2 fois l'Espagne, va jouer la Grèce. Donc Ouais. là, ça va monter en puissance jusqu'à la compétition. C'est peut-être ça la volonté d'ailleurs, c'est de se dire, on commence un peu plus tranquille pour tester des joueurs, pour voir qui on garde, puis après, on monte en puissance. Euh, mais effectivement, ouais. Pour l'instant, 2 victoires sans forcément convaincre, mais il y a eu des moments, il y a eu des belles séquences, je trouve, dans les 2 matchs. Même moi, finalement, tu vois, le match contre le Monténégro, Mmh. dans l'ensemble, globalement, je trouvais que c'était une bonne prestation. Il y a un quart-temps, le troisième, où la France était passée complètement à côté. Mais sinon, dans l'ensemble, la prestation globale m'avait plu. Et c'est vrai que pour l'instant, ça manque d'adresse extérieure. C'est dommage qu'il y a une volonté des fois de, 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 de créer des tirs. C'est Thomas Dufan qui commentait le match contre la Grande-Bretagne qui a dit ça après un temps mort. Il dit les temps morts de Freddy Fotouk sont toujours très intéressants. C'est vrai qu'on a la chance, voilà, il filme les temps morts, on Mmh. entend et tout. Et je suis complètement d'accord à chaque fois, la manière dont il met en place son système, dont il explique à ses joueurs. Tout ça, je trouve ça cool. Tu sens qu'il y a une volonté stratégique d'établir aussi des systèmes, certaines actions. Et
il y a dont certains qui se terminent par des tirs à 3 points. Pour l'instant, ça rentre pas dedans. C'est vrai que c'est un peu ce qui manque peut-être à la France, c'est un vrai gros shooter, mine de Ouais. rien. C'est un truc qu'on n'a pas nécessairement. Mais les soirs où l'adresse extérieure va tomber, bon, ça a toujours été le cas pour l'équipe de France. C'est une équipe qui sera quasiment imprenable, je pense. Euh, bon, après, voilà, c'est un grand si. On sait il y aura sans doute plus de soirs avec de la maladresse que des soirs avec de l'adresse. Ouais. Mais Et il y a un paramètre qui est important aussi, et c'est pour ça que je relativise aussi, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, de joueurs qui ouais, n'ont pas très peu joué jouer ensemble. ensemble, ouais. Voilà, même t'en as qui se sont retrouvés dans les équipes de jeunes et machin, mais là, sur cette version-là du groupe, avec un nouveau coach, c'est tout nouveau. Donc, c'est assez logique finalement aussi que ça se cherche un peu et que ce soit pas tout de suite hyper fluide. Donc, on va leur laisser quand même le bénéfice du doute. Et puis, bon, là, les 2 prochains matchs, back-to-back Espagne, là-bas et chez nous, on devrait en voir un petit peu plus ce que l'équipe a dans le ventre, je pense. Ouais, ça va hausser le niveau d'intensité de toute l'équipe, sachant que pareil, il y a quand même. Tu sens que lui, il insiste sur la combativité d'entrée, et c'est des choses, les joueurs, je pense, répondent plutôt à son message. Et tu as raison, c'est un nouveau coach, nouveau groupe, nouvelle C'est génération, jeune, en ouais. partie. C'est des joueurs qui sont là pour, tu vois, qui n'ont pas forcément toujours eu leur chance. Okobo a souvent été présent, pardon, dans les groupes, mais a pas toujours pu avoir un rôle Mm. majeur. Théo Malédon, pareil. Nadir Rifi, c'est nouveau. Alors Strazel, il était déjà là au JO, etc. Mais tu vois, il y a un renouvellement. Bilal Koulibaly, Zachary Rezaché, Alexandre Sarr, Ouais. euh, T'as Jalen Horde aussi qui a jamais fait de compétition Jalen Horde. chez les A. Enfin, il y a plein de monde. T'as un mix, il y a quand même des vétérans, On est sur la attention, hein, mais, transition, quoi. Oui, oui, mais, il y a des vétérans. mais ouais, ce mix-là est inédit, donc faudra être peut-être un peu indulgent de temps en temps. Même sur la compète, je pense. Même sur la compète, Mm. faut pas s'attendre à tout de suite une médaille, par exemple, mais ça serait pas un échec, en fait, de pas gagner de médaille. Ça dépend comment ça va se passer, Oui, évidemment. et de Euh, l'adversaire qui nous sort, bon, c'est toujours pareil, ça va dépendre de ça aussi. Si tu perds contre un adversaire qui est à ta portée, c'est un peu plus frustrant et problématique, mais bon. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste pour l'avenir, et bon, voilà, ça va être une première compétition très intéressante. On est pile je pense que c'est vraiment la compétition de transition avant une éventuelle Mm. montée en puissance avec Victor Wembanyama et certains des joueurs dont on a cité. Il y a- Des joueurs ont été Ouais, coupés et c'est des ça. jeunes dans le lot. Donc Moussa Diabaté, Ousmane Dieng et Franck Nilikina. Donc quand même des chouchous à toi dans l'ensemble. Deux de mes Euh, chouchous. Bon, Ousmane Dieng, c'est pas que c'est pas un chouchou, c'est un joueur que j'aime bien, mais ça m'a pas surpris outre mesure qu'il soit pas conservé. Bon, Moussa Diabaté, c'est pas une surprise non plus parce que c'était son premier rassemblement. Euh, Franck Nilikina, ouais, c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu, dans lequel j'ai beaucoup cru en NBA. Je trouve qu'en équipe de France, il a très souvent été bon et il s'est expliqué, hein, Frédéric Ouais, Fautoux, c'est. j'ai les Ouais. quotes. Donc, sur les deux premiers, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng, on a privilégié des postes 5 de plus grande taille, plus costauds, et on a Hmm. privilégié l'expérience dans le contexte particulier de cet été, même Jaité, Vincent Poirier, et des profils polyvalents, Sarr et Yabouzélé, qui peuvent évoluer sur les deux postes intérieurs. Ensuite, concernant Franck Nilikina, on a discuté avec lui pour expliquer nos raisons. On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu et marquer des points. Ce qui n'est pas la plus grosse qualité de Franck, et c'est tout à fait vrai. Ouais. On a donc fait ce choix pour une question de profil avec l'objectif de créer plus de dangers offensifs sur les lignes extérieures. Ça me paraît très cohérent, moi, personnellement. C'est cohérent, il faudra voir quel sera le groupe final aussi, si les prochains choix iront dans ce sens-là aussi, de l'attaque, de la taille, de l'expérience. Parce qu'il reste encore 2 joueurs à couper du coup. Il y a une incertitude autour de Sylvain Francisco qui était Ouais, Sylvain. blessé, qui n'a pas joué le dernier. Et après, il faudra voir quel sera le dernier, parce qu'il y a des profils de joueurs très offensifs dedans, Nadir Rifi notamment, Sylvain Francisco. Est-ce que ce sera l'un de ces deux-là qui partira? À l'intérieur, Je pense qu'il peut en rester que l'un des deux, moi, ouais, entre ces j'ai deux-là. l'impression aussi. Et après, je sais pas, est-ce que c'est quoi, c'est sur le secteur intérieur qui va couper quelqu'un encore, a priori? Je note qu'il mentionne pas Jalen Horde, même si c'est pas un poste 5, c'est un joueur qui est capable de jouer à l'intérieur, donc j'espère que ça veut pas dire qu'il compte pas sur lui après. Mais oui, bon, c'est pas surprenant. C'est pour Moussa Diabaté, j'aurais aimé, je trouve que ce qu'il apporte est assez. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'effectif qui l'apporte. On peut considérer que Sarr, c'est un peu ça sur la protection de cercle et tout, et en plus il y a plus de qualité offensive, mais ouais, je suis un peu frustré. J'aurais bien aimé qu'il reste jusqu'au bout et qu'on le voit, mais c'est que partie remise, j'imagine. En fait, à partir du moment où tu as Sarr qui découvre déjà le basket FIBA à ce niveau-là, Ouais. c'est plus dur d'avoir un deuxième intérieur pareil. Diabaté, en fait, Diabaté et Dieng, c'est pour une fois, tu vois, ils ont été dans le groupe élargi.
et ils ont fait une préparation. Des fois, c'est la première étape avant d'être pris dans un Ouais, bien groupe, sûr. si tu confirmes, tu vois. Dieng, pareil, on l'avait pas vu. Je pense que Dieng, il était dans le même profil que Horde de 4. C'est étonnant qu'il soit vu comme un 4. Alors, je pense qu'il a un avenir en tant que 3, mais c'est vrai que dans une équipe, enfin, pour moi, il peut être 3, genre comme je répète à chaque fois, il peut être 3 d'une grosse équipe FIBA, une grosse équipe française ou une équipe Euroleague et être très bon. Alors, là, dans le contexte, on a déjà peu de spacing. C'est dur de faire jouer Dieng 3. C'est dur de faire jouer Ousmane Dieng avec Jalen Horde et Mam JT, par exemple, tu vois. Si ça, c'est ton line-up, c'est compliqué. Ça devient compliqué, je pense, parce qu'il n'y a pas l'adresse à 3 points aujourd'hui. Après, il a quand même un profil très particulier, Ousmane Dieng. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment encore un potentiel à exploiter. Là, dans le Horde a plus de garanties FIBA en poste 4. Si tu pars sur les 4, ou effectivement Gershon et Sarr, si vraiment tu te dis, comme il a cité les Gershon et Sarr sur les intérieurs polyvalents, c'est vrai que là, tout de suite, tu me demandes de faire une hiérarchie des intérieurs polyvalents. Si encore une fois, on est sur Dieng qui a un poste 4 qui tire les lignes, je prends Yabouzélé et Sarr devant. Ouais. Et pour Franck, bah ouais, clairement, c'est. On comprend, je comprends les raisons. Après, faudra. Ce qu'il apporte, faut aussi que ce soit compensé par les joueurs qui sont à l'intérieur. A priori, ça peut. Mathieu Strazel, c'est un bon Bilal, défenseur. Il y a Bilal qui est là. Je regarde un Cordigné. peu, Isaiah Cordigné. Donc oui, non, mais ça a du sens. C'est pas déconnant. C'est forcément, vu que c'est un joueur que j'aime bien, j'aurais préféré qu'il reste, mais ça a du sens et peut-être que ce sera le meilleur choix, pour la compète. Hein. À partir du moment où Cordigné se révèle Ah vraiment bah comme là, de toute c'était le façon, cas aux Jeux il a Olympiques et après en explosé, ouais. Euroleague avec Bologne, Il est tu te dis intouchable. bah non, lui on peut plus le toucher. Ouais. Donc forcément, je pense que. Et puis je partage vraiment l'avis de Fotoux. J'ai l'impression que c'est ce qui nous manque souvent, c'est de la création. Il n'y a pas Evan Fournier en plus. Souvent, quand on ne sait pas quoi faire, la balle elle revient dans les mains d'Evan Fournier. Genre vas-y débrouille-toi. J'ai l'impression que ça faisait 2 compètes qu'on voit ça. Ouais. Là, c'est une des raisons pour lesquelles je me dis qu'Ifi risque d'avoir sa chance, c'est que Nadir Ifi, pour le coup, n'importe quelle situation, tu lui passes la balle, il peut la débloquer. En bien fait. sûr. Il va être capable, lui, de se créer son tir, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des jours dans lesquels ça va rentrer, c'était plutôt le cas contre le Monténégro, et il y a des jours où ça ne rentre pas, c'était le cas contre la Grande-Bretagne, il est passé à côté. Mais Nadir Ifi, j'imagine que lui risque d'avoir sa place rien qu'avec ce profil si particulier. Ouais, il n'y a personne d'autre qui fait ce qu'il fait en équipe de France. Ouais, très probable. Mais c'est pour ça que je pense effectivement que ça va se jouer entre Sylvain Francisco et Nadir Ifi. Et il faut voir si la blessure de Sylvain va jouer un rôle là-dedans. Si le fait qu'il soit diminué va inciter Frédéric Fautoux à plutôt privilégier un autre profil. Et t'as un avis sur le dernier qui partira? Est-ce que plutôt en intérieur? C'est super dur le dernier. C'est dur. Parce que quand tu regardes là, le groupe. Entre Okobo, Ouais. Luau Cabarro. C'est ça, le groupe en l'état, si on prend un peu secteur par secteur, il y a Mathieu Strazel. Si on fait joueur par joueur, hein. Strazel, je l'imagine un peu Strazel, intouchable. Malédon, c'est les meneurs. Ouais, Strazel, Ouais. Malédon, je pense qu'ils y sont. Ouais. Et Elio Kobo, qui est toujours un joueur particulier, on sait jamais. Mais c'est possible qu'avec son expérience, il soit là aussi. Isaiah Cordigny, intouchable. Francisco Ifi, bon, on a l'impression que ça peut se jouer entre les deux. Le profil Bilal Koulibaly, à mon avis, ça va être dur de l'enlever aussi. Timothée Luau Cabarro, c'est un des vétérans de l'équipe et pareil, la polyvalence, mais je pense qu'il n'est pas il est pas sûr de rester. Je pense qu'il n'est pas intouchable. Ouais. Je pense qu'il est pas intouchable. Zachary Zaché, à mon avis, ça bouge pas. Jalen Horde, j'ai du mal à savoir parce que pareil, je suis pas très objectif sur le sujet, mais je le trouve tellement bon sur ce basket FIBA en Euroleague et tout que j'ai l'impression qu'il devrait rester, mais vu qu'il n'est pas mentionné dans les joueurs, dans les déclats du coach, je sais pas trop. En fait, si Horde il est vu comme un 3, effectivement, ça peut se jouer entre lui et Luau Cabarro ou Okobo. Genre, ça peut être deux extérieurs qui sautent. Et dans ce cas-là, il y a vraiment un 4 intérieur. C'est un 4 aujourd'hui. Horde, c'est un 4 aujourd'hui. Enfin, tu vois. Attends, non. Mais il y a Poirier aussi, par contre. Il y a Vincent Poirier, ouais. C'est vrai que du coup, Poirier, JT, Gershon, Sarr, ça fait 4 intérieurs. Si 4 intérieurs. Parce que E4, ils sont plus ou moins. En fait, ça dépend vraiment comment Horde est vu. Est-ce qu'il est vu comme un 4? C'est un 4. Je pense qu'il est vu comme un 4. Hein, ouais. Donc il est en danger. Je risque d'être un peu déçu dans quelques jours, mais bon. J'ai l'impression que ce qu'il fait, il y a quand même pas beaucoup de monde qui le fait en équipe de France. Je trouve aussi. Bon après c'est du luxe, il y a des problèmes de riches un peu malgré les absences des joueurs NBA, l'équipe de France a quand même un super effectif et
c'est quand même appréciable. Ça n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas toujours eu autant de maux de tête à se faire au moment de composer les sélections avant les compètes quand même. J'attends beaucoup de Théo Malédon sur cette compète, je tiens à te le dire. Je note. Il va peut-être pas démarrer titulaire effectivement parce que Strazel peut-être défend un peu mieux, etc. Oui. Mais Théo Malédon a quand même fait une très belle saison en Euroleague. Il a pris confiance, c'est le moment, c'est son heure, quoi. C'est sa compète, il n'y a pas encore tout le monde. Il fait 8 passes contre la Grande-Bretagne d'ailleurs. Ouais. Il était bon. Sans prendre de tir. Je l'avais trouvé, si je dis pas de bêtises, je l'avais trouvé bon contre le Monténégro parce qu'il est dans le 5 qui fait vraiment la différence dans le deuxième quart-temps. Si je dis pas de bêtises, lui aussi il est dedans avec Nadir Ifi, les deux ensemble, ça avait bien marché. Ouais, j'attends beaucoup de Malédon. Allez, on termine par la WNBA. On a fait long sur ce CQFR. Finissons par les matchs de WNBA. Shai. Yes. Il y a eu il y a eu beaucoup de matchs au programme. 5 matchs, mais il y a eu un match, une prestation historique. Aja Wilson, lors de la victoire des Aces contre le Sun, victoire 94-86, 32 points et 20 rebonds à 13 sur 25. C'est simple, il n'y a jamais personne en WNBA qui avait fait un match avec au moins 30 points et 20 rebonds, donc performance stratosphérique pour la triple MVP. Vegas a longtemps été hors du top 5, et ils sont toujours hors du top 5, mais ils ont recollé avec Indiana. Du coup, Aja Wilson, on n'en parle pas trop comme une aspirante MVP, mais sur le niveau, ça reste quand même assez extraordinaire. Et les Six sont, comme je disais, en train de remonter, 4 victoires de suite et 5e ex-aequo au classement avec Indiana. Du côté du Sun, il y a des Françaises, 13 points, 5 passes, 2 interceptions pour Leila Lacan, je dis à chaque fois, toujours très intéressante dans toutes ses prestations. 9 points, 4 passes pour Brie Hartley et 2 petites minutes de jeu pour Minia Touré. Voilà. Il y a une Française qui a cartonné, c'est Dominique Malonga. Ouais, alors c'est paradoxal parce qu'il y a deux salles de ambiance du côté de Seattle, parce qu'à Seattle, ça va pas du tout. 5e défaite de suite pour le Storm, défaite 94-91. Il y a 10 jours, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une victoire en double prolongation des Sparks contre cette même équipe de Seattle. Derrick Emby, elle a marqué le game winner. Cette nuit, game winner, Derrick Emby, 5 secondes de la fin, 2 fois de suite. Et panier plus la faute à 5 secondes, victoire. Et donc au milieu de cette grisaille, parce que c'est une vraie grisaille du côté du Storm qui est même en danger de manquer les playoffs, il y a, comme tu le disais, Dominique Malonga, 20 points, 11 rebonds en sortie de banc. Deuxième match de suite à au moins 20 points, 10 rebonds. C'est la plus jeune joueuse de l'histoire à y être parvenue en WNBA. Et la plus jeune joueuse tout court à faire 2 matchs à au moins 20 points de suite, puisqu'elle a 19 ans. Donc c'est un peu c'est l'éclaircie au milieu de la grisaille. Il y a d'un côté un Storm qui n'arrive pas à assurer sa place en playoff. De l'autre côté, le temps de jeu de Dominique qui augmente. Et elle profite vachement bien des opportunités, surtout en attaque et au rebond. Et ça fait forcément plaisir. Ce développement que moi j'espérais, en l'imaginant aller ailleurs qu'à Seattle au début, être drafté par une équipe avec moins d'ambition. Là, sur la deuxième partie de saison, elle bénéficie vraiment du temps de jeu. Elle rate pas les opportunités. On a presque envie de la voir encore plus avec ce qu'elle est capable de faire, avec les galères du Storm. Et je suis même pas sûr que ça s'arrange prochainement, parce qu'il y a eu un trade, donc Britney Sykes est arrivée, quand même une joueuse All-Star. Elle met 27 points cette nuit, mais elle prend beaucoup de tirs, et à côté, ça pénalise Gabby Williams. Enfin, ça pénalise indirectement Gabby Williams, qui finit avec 5 points, 3 passes, 2 rebonds, 2 interceptions, mais seulement 5 tirs pris. Et du coup, on voit moins la Gabby Williams agressive en attaque qu'on a le plaisir de voir à chaque fois en équipe de France. Mais effectivement, Dominique Malonga, point très 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 positif côté français sur cette nuit et même en ce moment globalement. Il y a 10 points de Marine Johannes dans la défaite de New York 83-71 contre Minnesota. C'était le choc de la nuit. Ouais. C'était le choc de la nuit. Les dernières finales NBA, Minnesota toujours large leader en WNBA, même sans Nafisa Collier. New York a rechuté après 3 victoires de suite et donc 10 points pour Marine Johannes. Fin de série pour Phoenix, battu par Atlanta 74-66 malgré, alors pas de triple-double cette fois pour Alyssa Thomas, mais 21 points, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Et Phoenix qui perd contre une équipe d'Atlanta qui cartonne en ce moment et qui est revenue à hauteur de New York à la 2e place et qui met vraiment vraiment beaucoup de pression et qui est... c'est pas une équipe surprise parce qu'elles étaient attendues quand même assez haut, mais c'est une équipe qui marche très très fort. Et enfin, dernier match de la nuit, victoire de Washington à Dallas 91-78 grâce notamment aux 23 points, 10 rebonds de la rookie Kiki Riafen et en face 17 points, 3 passes pour Paige Bakers. Voilà. Yes, on a fait le tour. On se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée. First.
out there, and it's either play or get played.